Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 170, une interview sous le signe de la joie et du coaching. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Hervé Franceschi. Nous étions faits pour nous rencontrer. Aujourd'hui, c'est une chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur qui rencontre un explorateur de la joie. Tout un programme. Donc, un parcours passionnant et innovant que nous allons découvrir. Bienvenue Hervé. Eh bien, merci de m'accueillir, Raphaël. Je suis ravie. Alors, parlons un petit peu de ton parcours. Hervé, tu transmets avec joie et plaisir des enseignements à travers des coachings et des animations mémorables, enfin on en parlera, des formations novatrices et des conférences qui inspirent. Tu es émerveillé par le potentiel humain et tu n'es pas le seul. Tu t'efforces à rapprocher l'homme de la nature et des animaux en redécouvrant la puissance de l'instinct et de l'intuition au contact notamment des arbres, des chevaux, des éléphants, des baleines et des dauphins. On a hâte de t'entendre et que tu nous racontes. À leur contact, tu développes un leadership naturel, tu développes de la puissance et un quotient émotionnel. Tu utilises le talent de tous tes participants pour maximiser leur développement et leur potentiel à l'intérieur de leurs équipes et également pour eux-mêmes. Tu es un homme de terrain, un homme d'action, tu as une grande capacité au bonheur. Tu es enthousiaste et émerveillé, tu aimes participer à redonner du sens à la stratégie, à fluidifier la communication et à générer plus de fluidité et d'harmonie dans les rouages de l'organisation. Tu es préparateur mental, tu as créé des outils avec et pour les sportifs de haut niveau et tu les mets au service de chacun aujourd'hui. Tu as suivi de nombreuses équipes amateurs et professionnelles et de nombreux champions ou futurs champions. Alors, tu es le co-auteur de L'entreprise humaniste, le management par les valeurs aux éditions Ellipse. Et puis, on peut retrouver tout ce que tu fais sur ton site hf@hervéfranceschi.fr. Alors, Franceschi s'écrit Franceschi. Donc, vous aurez tout ça sur le site. Allez, je change de regard. Hervé, nous allons démarrer. Je suis prêt. Avec notre première question. Qu'est-ce qui te rend heureux dans ton quotidien? Je dirais qu'il y a plusieurs choses. En fait, ce qui me vient comme ça, je dirais, c'est partager le bonheur. Partager, c'est vraiment une valeur importante pour moi. C'est pour ça que je transmets. Mais aussi partager quand on est heureux, quand on est joyeux. Partager ce moment particulier qui est que on regarde l'autre. Il peut y avoir de la complicité qui naît à ce moment-là, même avec des gens qu'on connaît pas. J'aime rire, jouer. J'ai gardé une âme d'enfant, donc j'aime jouer. Et donc quand j'enseigne, j'aime bien aussi jouer avec moi, jouer avec les gens, jouer dans des postures, des situations, parce qu'en fait, par le jeu, on apprend mieux, je trouve souvent. Et puis on est plus vrai. Tu sais ce que dit Platon? Platon dit en 1 heure de jeu, on en connaît plus sur une personne qu'en 1 année de conversation. Et, je suis pas très étonné. Et donc, quand on a créé les jeux 2 minutes, qui sont des jeux de cartes, comme toi, j'ai vraiment cette âme d'enfant, j'adore jouer. Et vraiment, on est allé chercher ça. Et comme tu le dis, il y a beaucoup de choses qui tombent à travers le jeu. Les personnes se retrouvent un peu d'égal à égal. Donc, il y a beaucoup de faux semblants qui tombent et du coup, ça permet des partages en authenticité. Super. Et donc, particulièrement aussi avec les animaux, parce qu'on peut jouer avec les animaux, même les animaux sauvages. J'ai envie de dire que souvent, je trouve que c'est des grands adolescents. Voilà. Les animaux? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils se comportent un peu comme des ados. On peut jouer facilement avec eux. Alors, ils aiment bien les jeux dans lesquels il y a une règle, on va jouer, il y a un cadre, voilà. Mais une fois qu'on a clarifié ça, à part tous les petits animaux qui sont un peu tout fous, qui jouent n'importe comment, on va dire, sans règle, et il faut s'en méfier parce que ça peut être dangereux avec les animaux sauvages. Mais sinon, avec les autres, une fois qu'on a défini des règles, on arrive assez bien à jouer. C'est quelque chose avec lequel on peut rentrer en contact autrement que dans un rapport dominant-dominé, et même si il faut faire attention, parce que je peux des animaux sauvages, y compris dangereux, on pourra en parler, mais en fait c'est assez extraordinaire comment le jeu et la joie changent. Donc je montre souvent ça, c'est comment je me mets en joie. Par exemple, quand je suis avec un cheval, je me mets en joie, je suis pas sur le cheval, je suis dans un espace où le cheval est, et il va interagir avec moi très différemment si je suis en joie. Et notamment s'il court, on va voir qu'il devient élégant, gracieux. Ah, incroyable. Ça, c'est absolument dingue. C'est que, voire même, c'est presque du genre, t'as vu comment je suis beau, quoi. Et je trouve ça assez extraordinaire, quoi. Mais il n'y a pas d'ego mal placé, parce qu'il n'y a pas d'ego dans le processus
des animaux. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une forme d'orgueil, mais il n'y a pas d'ego dans le sens du système de défense, je dirais, psychologique. Je pense à autre chose qui me rend heureux, rêver. Je dis souvent que ça arrange, hein, que mon prénom Hervé, c'est l'anagramme de rêve, il n'y a pas le « et ». Mais sinon, en fait, j'aime bien rêver en grand. J'aime bien rêver grand, j'aime bien rêver des choses que je n'ai pas encore pu vivre, que j'aimerais vivre. Avec pas le but de rêver pour rêver, hein, souvent de rêver et d'essayer de le vivre. Et qu'est-ce que ça m'amène quand j'essaie de mettre en place ce que je vais appeler une sorte de projet rêve, quoi. Il y a d'autres personnes qui vont se joindre à toi. Bien Et ça, sûr. c'est formidable. Ça me rend heureux parce que je partage déjà mon envie, mon désir, le désir d'un autre, de voir comment on peut les matcher, les faire fonctionner ensemble. Qu'est-ce qui me rend heureux? Je dirais de rencontrer des gens qui m'inspirent. Échanger avec elles, évidemment pas que les rencontrer du jour au bonjour, mais des gens qui t'inspirent et avec qui tu peux échanger, qui d'un seul coup te disent voilà, le monde peut être vu comme ça, autrement. Moi, j'adore apprendre, je suis un éternel curieux et ça me met en joie. Et puis j'aime bien aussi des joies plus sereines, on va dire plus calmes, plus de la plénitude. Et quand notamment j'arrête le mode pensée et je calme tout à l'intérieur. Derrière toi, ou à l'intérieur de toi, tu as cette immensité comme un désert. J'adore d'ailleurs aller dans le désert parce qu'il y a cette immensité que tu peux ressentir à l'intérieur comme à l'extérieur. Et là, tu te dis waouh, en fait, je vais passer plus de temps avec moi, quoi. Il y a tellement de choses extraordinaires en moi. C'est intéressant parce que dire que son intériorité ressemble à un désert, ça pour certaines personnes, ça pourrait faire peur, dans le sens où tout ça, la vie de et Non, mais c'est à habiter. C'est désert parce que souvent c'est pas habité. mais alors du coup, ça serait donc des espaces, un espace à conquérir quelque part. Oui, en fait, c'est comme une aventure. Moi, j'appelle ça, on peut imaginer de la forêt vierge, on peut imaginer un désert. Moi, j'adore être dans le désert par moment, et puis par moment, j'adore être dans la forêt vierge, et par moment, j'être au bord de la mer, ou être en montagne. Enfin, j'aime la nature. Ça me rend heureux aussi d'être au contact de la nature, d'être proche de la nature, d'être en contact avec ce qui vit, ce qui est. Le monde végétal et le monde des arbres est une source pour moi d'inspiration sans fin. Et puis après, notre mental, moi je dis que, pour jouer avec les mots, hein, notre mental, il va s'exercer dans plusieurs manières. Donc j'appelle ça nos manteaux, hein, qu'on met, et qui font qu'en fait, à différentes phases de la vie, en fait, il faut enlever ce manteau, ce mental. J'aime bien Arnaud Gélinas, il disait, en fait, j'ai passé ma vie habillé pour prendre conscience qu'en dessous j'étais nu. Intéressant. Et t'as repéré les époques de la vie où on enlevait justement un peu ces manteaux qui sont les uns au-dessus des autres? Alors, je dirais qu'en fait, il y a plusieurs moments dans la vie, c'est des moments de transformation. Alors, l'adolescence, c'est un moment de transformation. Pour certains, au contraire, on va recharger encore plus parce que ça va être difficile. Mais ça peut être des moments dans lesquels, quand on remet en cause notre système ou le système qui est autour de nous, hein, ce qu'on fait plus facilement à l'adolescence qu'avant, mais certains enfants l'ont fait déjà avant. Voilà, c'est une manière d'enlever certains manteaux. Le danger, c'est d'en remettre d'autres tout de suite. À un autre moment, c'est souvent quand on change de statut. Par changer de statut, par exemple, pour une femme, c'est devenir femme, mais aussi peut-être devenir mère. Il y a un statut plus profond. Alors, beaucoup de femmes ne peuvent pas avoir d'enfants ou ne seront jamais mères physiquement, mais c'est pas pour ça que je pense que dès qu'on a la responsabilité, c'est pas le fait d'enfanter, même si ça va jouer, hein, mais c'est le fait de s'occuper d'un autre et qui peut être la chair de ma chair, comme quelqu'un auquel je tiens profondément, voilà, que j'ai attendu, que j'ai espéré. Et je pense que pour les pères, c'est moins fort que ça, souvent, mais ça ne veut pas dire que ça l'est pas. Pour certains pères, c'est aussi évident que pour la mère, on va dire. Mais pour certains pères, il va falloir vivre quelque chose dans lequel ils se sont impliqués vis-à-vis de leurs enfants. Et souvent, dans l'ancien rôle, c'était un rôle de sauveur. Donc, s'ils ont pu, à un moment donné, exprimer la protection, la sensation de protection. Parce que, je sais pas, ils ont fait quelque chose pour leurs enfants. Là, il va se passer à l'intérieur d'eux quelque chose. Mais on va le retrouver dans plein de choses. Pour moi, il y avait par exemple une opportunité avant, c'était tous les plans initiatiques. Donc, je suis en train d'écrire une conférence sur le sujet, c'est pourquoi aujourd'hui on manque de rites initiatiques qu'on avait dans toutes les anciennes tribus, dans tous les anciens systèmes. Alors pour certains, ils étaient difficiles à vivre. Je parle même pas des excisions pour les femmes. Donc on peut prendre plein de choses qui peuvent être difficiles, mais dedans en fait, dans la valeur, je dirais
porte qu'il y avait dedans, c'était d'être passé d'un statut d'enfant à un statut d'adulte, de passer d'un statut d'adulte à quelqu'un de responsable, de passer et ainsi de suite. Donc, à une époque, on disait que le service militaire pour les hommes, c'était un rite initiatique. Et je pense que ça nous manque en tant que personne pour nous construire, d'avoir quelque chose qui nous permette de changer de statut. Et l'ancien statut, la prise de conscience du changement, nous permet de déposer ces manteaux. Et sinon, après, il faut le faire à travers, je sais pas, des exercices. J'en ai fait plein pour des stages que j'organise, mais qui sont des fois avec vocation thérapeutique, qui sont, je sais pas, dans des processus chamaniques. Voilà. En fait, on cherche une transformation et la personne va être amenée, je sais pas, à brûler quelque chose, par exemple, symboliquement. Et donc, tous ces moments symboliques qu'on va retracer vont permettre de changer les choses. Et par exemple, dans l'entreprise, il n'y a plus ça. Dans beaucoup d'endroits, il y a plus de rites initiatiques à un moment donné qui font que, moi je dirais un peu comme l'esprit chevaleresque, on était adoubé. Tu vois, c'est une sorte de t'es passé, tes pères te reconnaissent. Dans quel moment nos pères nous reconnaissent? Je te dis, tu vois, quand t'es adulte et que t'as des enfants, les autres qui ont des enfants, tu dis, maintenant tu fais partie de ta famille, quoi. Tu sais ce que c'est quand on va te dire ce soir on va pas dormir ou qu'on se fait des soucis. Même si après chacun pourra avoir une manière de l'exprimer, mais ceux qui n'en font pas partie, d'ailleurs, disent bon, ils vont parler des gosses encore, je viens pas ce soir. Et donc, on voit bien que c'est des phases et ça va bien ou mal, c'est juste des rites et il faudrait qu'il y en ait plus et plus peut-être spécifiques. Et après, les rites déplacés, c'était ou mal placés, c'était comment ça s'appelle, les bisoutages. Bien sûr. Donc, ils ont existé dans les écoles, ils ont existé dans les entreprises, ils ont existé dans les groupes dans lesquels il fallait que tu sois bisouté pour faire partie du groupe. Bon, c'est pas spécialement noble. Tous ces rites, c'est aussi les religions les amenaient, les apportaient. Oui. Avec les sacrements pour la religion catholique, avec dans la religion juive, la bar mitzvah, qui sont tous ces moments qui sont des rites en fait initiatiques qui montrent que effectivement on passe dans un autre statut. Et après le but, est-ce que ça nous permet de devenir plus authentique, tu vois? Bon, si je reviens à la question qui était de manteau, d'accord, est-ce que je reste authentique? Parce que c'est pas le fait simplement d'être initié, c'est le fait d'être plus en vérité. Absolument. Dans ce nouveau rôle, je parle. Mais ce sont des sujets qui sont hyper intéressants, sur lesquels, également, moi, je me penche beaucoup. Là, je prépare des coffrets qui s'appellent Un temps pour, qui sont là pour accompagner tous ces changements de vie. Parce que je me suis rendu compte qu'à ces changements de vie, finalement, moi, je dis, les cartes sont comme redistribuées. C'est-à-dire que on a des cartes en main, puis tout d'un coup, plouf, on se retrouve avec des nouvelles cartes. Et du coup, on se dit, mais là, c'est quoi? Là, je les reconnais pas, je me reconnais pas, qui suis-je? Et du coup, je trouve que ces moments-là méritent un petit accompagnement. Et en fait, finalement, ils sont assez nombreux dans la vie. Le fait d'être en couple, le passage par la maternité ou la paternité. Après ça, il peut y avoir l'adolescence est aussi un cap pour des adultes, comme pour l'enfant d'ailleurs. Et puis après ça, il y a la retraite, il y a tout ce que la femme peut traverser après 50 ans. Enfin, il y a tous ces moments-là de la vie qui sont des moments qui sont véritablement des moments de transition de vie, qui sont source un peu de déséquilibre. Et j'aime bien ton image de manteau que on enlève, on en met d'autres, mais le tout, c'est de rester authentique. C'est ça, et donc c'est pour ça que je dis pas qu'il faut vivre comme des naturistes nus, mais dans l'esprit d'Arnaud Desjardins, je trouve que c'était intéressant d'accepter de se regarder nu. Et que je sais que je m'habille, mais c'est une convention, ou c'est quelque chose que j'ai envie du genre, comme quand je me déguise, je suis content d'être habillé d'une autre manière, mais je peux aussi être habillé, je sais pas, endimanché ou je dirais d'une manière plus solennelle, parce que ça me convient pour cette occasion. Mais est-ce que pour autant, tous les jours, je prends conscience de comment que je me vais et avec quelle authenticité je le fais, tu vois, ça c'est un geste simple, hein. Mais de temps en temps, ça me permet de me dire, tiens, en fait, vraiment, aujourd'hui, je m'habillerai comment? Par rapport à qui je suis là aujourd'hui? Excellente question, on la pose à nos auditeurs, hein. Aujourd'hui, comment est-ce que j'ai envie de m'habiller? Excellent. Passons à notre deuxième question. Une valeur humaine qui te rend heureux? Évident, la joie. L'explorateur de joie. Et cette joie, comment est-ce que tu la définirais? Déjà, pour moi, c'est super important de bien comprendre ce qu'est la joie physiquement, physiologiquement. On va pas rentrer dans les neurotransmetteurs, hein, parce que on peut parler de ça aussi. En fait, cette chimie interne que je vais produire quand je suis en joie va produire un certain nombre de choses. Mais la première chose qui est commun
à toutes les joies, la première chose qui est commune, je devrais dire, c'est le fait que ça s'expanse. Si ça ne s'expanse pas à l'intérieur de toi, ce n'est pas de la joie. Ça peut être du plaisir, ça peut être la joie, c'est la différence qui reste. Si je suis un peu la différence, le plaisir, c'est une éjaculation, ça vient d'un seul coup, tu vois, bling. Alors que la joie, c'est un orgasme. Ça s'expanse, tu vois, et ça dure. Et en plus de ça, comme je pourrais le dire pour le rire, qui est une forme de joie, c'est que ça, c'est contagieux. Donc, si je souris, tu as tendance à sourire. Si je ris, tu vas plus facilement rire. Mais en fait, si je suis en joie, tout simplement que je m'assois à côté de toi, on se connaît pas, tu peux ressentir ma joie et être davantage en joie. Tu peux ressentir ma plénitude et être dans la plénitude. Tu peux ressentir ma sérénité et être en sérénité. Tu peux ressentir mon enthousiasme et être enthousiaste. Tu peux ressentir si je monte tout en haut de la joie qui est l'euphorie, eh bien, tu peux ressentir donc ces bulles de champagne qui montent dans ma tête là, même si j'ai pas bu, et qui fait qu'à un moment donné, j'ai envie de fêter les choses. Donc, ces différentes phases entre, je dirais, le calme serein, la sérénité, et puis avec à l'intérieur un certain nombre de phases qui passent par l'enthousiasme et qui vont jusqu'à l'euphorie. Ça, c'est la joie. Et ce qui est commun à tous ces niveaux de joie, c'est l'expansion. Si ça s'expanse en moi, ça vient du plexus solaire. Et si le plexus s'ouvre et qu'il laisse passer, en fait, là, on est dans un processus de joie. Et c'est pour ça qu'en fait, si on est joyeux et qu'on l'assume pleinement, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas d'être joyeux parce que les autres le sont. Tu vois, je sais pas, ça peut être un écho quand même, hein, du genre, c'est toi qui m'as mis en joie, mais maintenant c'est la mienne. D'accord? Je l'ai fait mienne. C'est pour ça que l'émotion, c'est très différent du sentiment. L'émotion, je suis pas conscient. Enfin, ça va me prendre, et puis je vais peut-être m'en rendre compte. Mais le sentiment, c'est quand j'en ai pris conscience. C'est passé par le mental, sentimental. Donc, c'est passé par le mental, et le mental me dit, waouh, c'est cool. Et donc là, je suis en train de me regarder être joyeux, ce qui est pas tout à fait la même chose. Et donc, voilà, ce qui me paraît le plus important dans la joie, c'est de prendre conscience que ça s'expanse. Et une fois que ça s'expanse, eh ben, d'accepter que même des gens que je n'aime pas soient joyeux grâce à moi. Tout à fait. Et puis, ce qu'on pourrait aussi dire, c'est qu'en fait, cette joie, elle libère des hormones, en fait, qui sont Bien sûr. responsables de cette sérotonine, dopamine. Okay. Et une petite totale, là, un petit combo, comme on dit ici en Amérique du Nord, un petit combo d'hormones merveilleuses, et puis qui, en plus de ça, nous rend en meilleure santé. Donc, bien sûr, c'est un antidépresseur, c'est un outil pour augmenter notre résistance physique. On va développer de l'amour, donc de l'acceptation de ce qui se joue. Est-ce que quand tu fais de la préparation mentale, notamment pour des sportifs de haut niveau, est-ce que c'est la joie, est-ce que tu insistes là-dessus? Oui. En fait, j'ai même un programme qui s'appelle La joie pour booster la performance. Et donc, j'ai développé tout un programme des protocoles, on va appeler ça comme ça, pour que des entraîneurs puissent les utiliser ensuite avec leurs sportifs, leurs athlètes. Et j'ai montré comment ça augmentait la performance. En moyenne, plus de 30% pour des gens qui ne sont pas spécialement développés sur la joie. Et après, ça peut aller plus loin que ça. Pour des gens qui sont émotionnellement vite touchés, ça peut être pas près 60%, parce qu'en fait, ils sont dans un état moyen, et donc on va gagner 40% par rapport à l'état neutre, et ils sont déjà à moins 20, eux. Donc en fait, on va gagner 60%. De performance. Je parle bien vraiment de performance. C'est-à-dire que si je te montre, je te fais sauter en l'air, je mesure, d'accord? Je te raconte une histoire qui va te peiner ou qui va faire moins 20%, à peu près, moins 30%, voire plus que ça si jamais ça t'a vraiment touché. Mais je te remets en joie, je dis une bêtise sur moi, tu rigoles de moi, ou bien je te fais sentir de la sérénité, de la plénitude. Je te demande par exemple un truc simple, c'est est-ce que tu as un endroit particulier où tu pourrais aller, où tu te sentirais particulièrement bien? Là, si je te demandais, dans tes rêves, là, où si tu fermais les yeux, tu pourrais y aller tout de suite, là? Ouais. Okay. C'est ce que je fais souvent. Et est-ce que tu peux ressentir ce que cet endroit te fait? Ouais. Si je fais juste ça, et je te redemande de ressauter, tu vas avoir gagné plus 30%. Si en plus, j'étais un peu dopé là, c'est-à-dire que j'ai pris le temps de te conduire un peu, d'une manière un peu hypnotique, sur ce que tu ressens, ce que tu vis, mais ça peut prendre 30 secondes, une minute maximum, pour montrer la différence dans les processus de récupération. Quand on est, par exemple, je fais un truc simple, il y a des barrières, le marathon, 32 km, tout le monde sait qu'à un moment donné, il y a une sorte de mur. Alors, il y en a assez avant, il y en a assez après, mais globalement, autour de ce 32e kilomètre, il va y avoir cette difficulté. Si je t'ai créé une séquence que tu connais par cœur,
mais que tu as là toujours fait, jamais en courant, hein. Tu vas faire sur ton banc tranquillement chez toi, sur ton canapé, une séquence qui va durer à peu près 1 minute. Et tu te l'es préparé, tu vas l'avoir répété. Et quand tu sais et on va répéter la difficulté que tu vas vraisemblablement sentir, et quand tu vas avoir les symptômes, tu commenceras à faire cette séquence et tu vas le faire 5 fois de suite. Ça va te prendre 5 minutes dans ta course, mais que tu vas faire en courant, hein. Ben, tu passeras les 32 kilomètres sans problème. J'allais dire, pour tous les marathoniens, mettez-vous dans les oreilles des histoires drôles, ça va ça va doper. Ouais. Alors après, peut-être que certains, le danger, c'est que le danger de la joie, hein, c'est que si tu maîtrises pas la joie, tu passes dans l'euphorie. Et l'euphorie, c'est que tu crois avoir gagné quand t'as pas gagné. Donc quand t'en es au 3e kilomètre, tu crois déjà que t'as terminé. Non, attention, là, t'en as encore 10 fois plus que ça. Tu vois, c'est le gars qui lève la main ou la nana qui lève la main en croyant qu'elle a gagné, et puis il lui reste un tour à en faire. Tu vois, c'est à peu près ça le danger de l'euphorie. Hein, moi, je dis souvent, l'euphorie, c'est tu vas droit dans le mur et en plus t'es content. Tu n'es pas dans la conscience, tu es dans la félicité, et cette allégresse et cette félicité intérieure va produire tellement d'hormones que tu en perds ton discernement. Donc, tu peux aller taper sur l'épaule de quelqu'un avec qui tu devrais pas faire ça. Tu finis par embrasser une femme ou un homme que tu devrais pas embrasser. Enfin, tu vois, comme si tu avais bu. Hein, moi, j'ai vu des sportifs. Alors, il y a une émission qui était connue. Je crois que c'était les Barjots au handball, qui sont invités à Canal+ et ils ont retourné tout le studio. Mais ils n'avaient pas bu. Hein. Juste de la joie. À un moment donné, ça s'éclate et ils commencent à bouger une cesse. Puis après, ils se lèvent. Et puis le plateau. Ils ont retourné le plateau. Et comme les journalistes n'étaient pas dans le même état, ben eux, ils l'ont mal vécu. Ah, bah forcément. Tu vois, alors que les autres, pour eux, c'était une sorte de grande rigolade. Ouais, mais c'était pas tout à fait l'état dans lequel il fallait être. Bon. Et l'état attendu. Non, passionnant, passionnant. Merci pour cette subtilité-là autour de la joie. C'est extrêmement intéressant. Passons à notre 3e question, Hervé. Raconte-nous un événement qui t'a rendu particulièrement heureux. Alors, j'en ai tellement, je sais pas. C'est difficile de choisir. Alors, je vais te dire juste celui qui me vient là. C'est peut-être pas le moment le plus heureux de ma vie, mais en tout cas, c'est un moment qui m'a rendu particulièrement heureux. J'ai décidé de me remarier, mais avant de décider de me remarier, j'ai décidé d'être à nouveau amoureux ou d'accepter d'être amoureux quand ça fonctionnait plus avec mon ex-femme, avec qui j'ai passé quand même beaucoup de ma vie, 27 ans, mais voilà, ça a fonctionné assez bien. Puis à un moment donné, ça fonctionnait plus, et je dirais pas abandonné l'amour, c'est pas tout à fait le terme, mais un peu comme si c'était plus pour moi. Et un jour, j'ai rencontré cette femme et j'ai senti qu'il se passait tout de suite quelque chose. Mais elle habitait loin, je pensais pas qu'on se reverrait. Voilà. Elle décide de faire un de mes stages d'une manière intentionnelle pour moi, on va dire. Je le comprends sans trop le comprendre, ou peut-être que je veux pas tout entendre, mais voilà. Et quand elle me rappelle quelques jours avant pour me dire qu'elle vient, et elle me dit clairement qu'elle vient pour moi, et je l'attends à la gare, et le bonjour que je lui fais, c'est que je l'embrasse. Simplement comme si on avait toujours été ensemble. Je sais pas comment je le fais, je me suis même pas posé de questions, j'ai fait bonjour comme si je l'embrassais sur la bouche, comme si, mais pas avec un baiser, tu sais, pas particulièrement amoureux, juste comme si on était ensemble. C'était quelque chose de très naturel. Et ce naturel-là, on s'est regardé en voiture après, parce que je l'ai installé dans la voiture, et on partait ensemble quelque part. Et en fait, c'était tellement naturel pour elle et moi, qu'il y a eu une sorte de, je dirais, un état de grâce intérieur, je sais pas, que je pourrais dire comme ça, que j'ai vécu et auquel je peux me reconnecter quand je veux. Voilà. Et pour moi, c'était un moment d'oser, mais qui en même temps m'a pas coûté. Tu vois, quand tu oses, des fois, t'y vas, quoi, tu vois. Et j'ai pas fait d'effort. Et je me suis pas senti déplacé. C'est ça qui est drôle, c'est que j'ai pas eu peur de me prendre un râteau, entre guillemets. Je sais pas, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu sens que c'est juste pour toi aujourd'hui. Donc, c'est ce mix entre une forme de justesse du moment, quelque chose de gracieux, et quelque chose de simple. Et j'ai vécu ce moment que j'appellerais un des moments les plus heureux de ma vie. Tu disais que tu t'y reconnectes souvent, tu es très partisan du fait de se rappeler, de revivre, en fait, des moments particulièrement heureux et importants. Alors, sans être dans la nostalgie, parce que la nostalgie, ça serait de dire, ah oui, mais c'était mieux avant. Donc non, moi, c'est plutôt un moyen pour me booster. Comme on en disait tout à l'heure, puisque tu vas produire des hormones, donc je vais utiliser ces hormones-là, et je n'utilise pas mon cerveau à ce moment-là comme étant un moyen de juger la situation.
je suis juste en train de revivre, tu vois, là, j'y pense, c'est revivre un bon moment. C'est comme si tu savourais à nouveau un plat. Tu vois, Exactement. c'est très épicurien. Je trouve ça extrêmement intéressant et important justement d'aller se replonger. Justement, j'aime beaucoup tes mots sans nostalgie dans ces moments particulièrement heureux parce que d'abord, ils te mettent dans un état extrêmement positif. Et ça, c'est important parce que cet état positif, et on rejoint ce qu'on disait à propos de la joie, cet état profondément positif, c'est celui, comme il te diffuse un maximum d'hormones, qui va te permettre d'aller aussi plus loin, d'aller regarder les événements avec d'autres yeux, etc., avec des yeux positifs. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ouais, et puis il y a un autre truc aussi, je trouve qui est sympa. J'ai créé une société qui s'appelle Carnet d'éveil, et donc j'ai créé des carnets. Et donc dans les carnets, j'en ai un que j'aime bien, alors qui pour aujourd'hui, c'est je fais des carnets de joie. Et pour des gens qui ont un peu de mal avec la joie, qui sont plus assez, je me rappelle d'une personne que j'ai coachée récemment qui me disait, ma fille me dit que je joue jamais, quoi. Je fais un peu la gueule, quoi. Donc je suis trop sérieuse, voilà le terme. Je suis trop sérieuse. Et donc je lui dis, bah en fait, ce que je vais te proposer, c'est en fait, on va appeler ça un puits qui est peut-être un peu desséché et dans lequel tu n'es plus venu en fait rechercher régulièrement. Donc en fait, il n'y a pas d'eau qui revient. Ça s'est épuisé. Et sans que tu aies épuisé la joie en toi, mais en fait, tu la fais plus ressortir ou pas assez extérieurement. Ça sort pas de ta bouche, ça sort pas de tes yeux, ça sort pas de ton corps. C'est un peu trop enfoui. Donc je vais te proposer, c'est de prendre ce carnet de joie pour commencer. Tu vas marquer tous les soirs, juste avant de te coucher, à un moment donné, mais faut le faire même de la même manière pour que tu puisses comparer. Donc, si tu fais tous les matins ou tous les soirs ou tous les midis, en tout cas, à un moment donné qui est comparable pour que tu puisses voir l'évolution. Et le but, c'est pas de relire le carnet, mais c'est de prendre conscience de ce qui évolue, un petit peu comme l'eau qui revient, quoi. Et au début, elle notait ce qu'elle appelait de la joie, qui n'était pas vraiment de la joie, mais j'ai souri presque d'une manière, j'ai souri jaune, quoi. Ok. Bon, c'était pas de la joie. Il y avait déjà une émotion, puis un jugement associé de j'aurais pas dû ou je ne sais quoi. Ok. Mais petit à petit, de lâcher en fait la vanne intérieure, et je me dis bah s'il faut, tu vas lire des histoires là. S'il faut, tu vas passer plus de temps à jouer avec tes enfants et vraiment à jouer. C'est-à-dire que quand tu joues avec eux. Tu n'es pas en train de penser à autre chose. Tu n'es pas avec ton téléphone, bien évidemment. Et petit à petit, elle a rempli son carnet tous les jours de joie. Mais juste de noter, ah oui, tiens, bah, ce matin, j'étais joyeuse en discutant avec Raphaël. Là, j'ai parlé avec Miss Machin, je ne sais quoi. Ok, c'est tout. Et après, de se dire, au bout d'une semaine, au bout de 15 jours de ça, commencer à prendre conscience, c'est quoi les plus grandes joies là-dedans que j'ai eues. Puis d'entourer. Et donc, elle a pris conscience qu'elle avait vraiment des choses qui la mettaient en joie. Et la dernière intéressante pour moi là-dessus, c'est de prendre conscience que la joie, c'est ce qui me dit quand je suis sur mon chemin de vie. C'est cette émotion-là qui nous dit quand on est sur notre chemin de vie. Et donc, à chaque fois que je croise la joie dans ma journée, c'est que je suis à un moment donné sur ma route. Peut-être que j'en sors, peut-être que je reste sur l'ornière. Des fois, ça ressemble un petit peu à la même chose, mais enfin, c'est du Canada Dry, on va dire. C'est pas aussi bon que ce qui était prévu. Ou est-ce que je suis resté sur le parking? Je bouge plus, j'avance plus. Voilà. Et donc, c'est prendre conscience de ça et après de se dire, bah, en fait, tout ça, c'est les indicateurs que j'ai pour me dire quand je suis sur ma voie, sur ma mission de vie, sur ce qui est juste pour moi, ce qui me met en harmonie. Et donc, ça l'a aidé à prendre conscience qu'elle faisait de plus en plus un travail qui convenait et qu'elle ne faisait pas ce travail préalablement. Excellent, une bonne chose, une bonne idée à faire. J'aime beaucoup quand tu dis que la joie, que quand on ressent de la joie, c'est qu'on est sur notre chemin de vie. Je trouve que c'est un bon petit gyrophare qui te dit, ouais, là, je suis au bon endroit. Notre quatrième question, Hervé, ton secret pour être heureux? Alors, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Moi, je suis un type de pensée. Ça veut dire que j'ai tendance à réfléchir et que j'ai tendance à passer beaucoup à l'action. J'ai fait pas mal de choses dans ma vie et donc une sorte d'habitude de mon corps, de mon être, à dépenser cette énergie parce que sinon j'ai trop d'énergie. Et donc j'ai appris à gérer cette énergie. Et pour tous les gens qui ont trop de pensées ou bien qui ont des pensées qui dérangent ou le mental qui est trop fort, j'ai vraiment ça m'aide beaucoup. Moi, c'est de me poser pour déposer mes pensées. C'est-à-dire que je prends un temps qui peut être très court maintenant. Je pourrais presque le faire comme ça dans l'instant. En moins de 5 secondes, je peux faire cet exercice-là. Mais au départ, il me fallait 5 minutes au moins d'apprendre à ne plus penser. Donc, j'ai des techniques de respiration pour ça. En fait, la technique de respiration numéro 1, c'est d'être en ventral et de s'occuper de l'expiration, pas de l'inspiration, que de l'expiration, avec des expirations longues, lentes, ou des expirations forcées pour être tellement concentré sur ce que je fais que je vais lâcher le mode pensée.
Et une fois que je lâche le mode pensée, que je suis dans cet état qui semble un peu comme cotonneux intérieurement, là, c'est de respirer en conscience maintenant, normalement, et d'habiter mon intérieur dont je parlais tout à l'heure, qui va développer, mais très très rapidement chez moi, un état de sérénité et de plénitude. Si j'ai plutôt une technique qui m'aide à être heureux, c'est celle d'apaiser mon mental, d'apaiser mes pensées qui ne sont pas en accord avec qui je suis à ce moment-là. Elles sont en accord avec peut-être un état émotionnel. Je suis encore en réactionnel de quelque chose et non pas en action. Je suis en réaction. Je suis pas présent à moi. Je suis dans le passé, dans le futur. Bref, je dis souvent aux gens, essayez de respirer dans le futur. Allez-y. Respirer dans le passé. Non plus. Donc revenez dans le présent et souffle maintenant. Et quand on fait ça, en fait, on lâche tous les trucs qu'on est en train de se raconter, tous les trucs qu'on s'est racontés, les jugements qu'on porte. Et ça fait beaucoup de bien parce qu'on est dans une société, particulièrement occidentale, hein, mais pas que quand même, qui survalorise le mode pensée et survalorise en fait le virtuel au réel. C'est-à-dire que on s'occupe pas de ce qui est, mais de ce qui va advenir. À la fois et en fait, dans la réalité, on laisse jamais personne vivre le moment présent. On culpabilise les gens, on les responsabilise inutilement. Enfin bref, en tant que parent, tu te dis, tiens, on va lui laisser sa jeunesse, quoi. On va son enfance, quoi. Oui, mais ce serait bien aussi, en tant qu'adulte, on va te laisser ta journée. Poser tout ça pour être soi et découvrir qui on est vraiment. Se regarder nu. C'est ça, oser se regarder nu, mais même, je dirais, être dans son intérieur, quoi. S'habiter. Et quand tu t'habites, c'est ça qu'en fait les autres viennent chercher chez toi. Souvent, moi, j'ai remarqué à quel point, quand je suis dans cet état-là, les gens viennent. Ils ont besoin de ce calme que je vais représenter pour tout le monde à ce moment-là. J'essaye d'être dans cet état-là. Et après, ça m'empêche pas d'être un enthousiaste notoire. Et hop, je me lance. Hervé, quels sont tes 3 synonymes de bonheur? Liberté, joie et plénitude. Liberté me met en joie, elles vont ensemble. Et la plénitude, parce que en fait, c'est un état interne. Mais c'est un concept. Je savais pas ce que c'était, hein. J'avais vécu de la plénitude, mais sans avoir la conscience de la plénitude, tu vois. Et donc c'est après que je me suis dit, ah oui, ça, je l'ai vécu là. Mais je n'avais pas conscience. Alors que là, maintenant, je trouve que quand on va dans le bonheur, il y a une notion de conscience, hein. Tu vois, quand t'es heureux, des fois, t'es sur le moment, puis c'est passé, quoi. Alors que le bonheur, c'est quand tu dis, non, là, je suis heureux. Voilà, je constate que ma vie me convient, que ça veut pas dire que tout est parfait, mais que ma vie me convient et que je vais sur la voie qui est juste pour moi ou qui me met en harmonie ou qui me met en joie. Et donc la plénitude, c'est pour moi un bon synonyme de bonheur. Et notre dernière question, Hervé. En 2 minutes, qu'est-ce que tu aurais envie de proposer à nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux? Une chose que je me suis dite récemment, c'est de remettre au goût du jour la notion d'optimal versus idéal. On est dans une société qui cherche l'excellence, les performances, voire la perfection. Et donc, souvent, je trouve que une bonne notion, c'est de se reposer la question de l'optimal. C'est-à-dire, qu'est-ce qui serait acceptable, mais qui me plairait suffisamment pour que je bouge, pour que je sois ambitieux, on va dire. Sans que pour autant, ce soit idéal, parce que l'idéal, souvent, c'est faux, ça n'existe pas. Par exemple, quand je veux quelque chose, est-ce que finalement 2 jours de plus, et ça m'évite d'être impatient, ça m'évite d'être, je sais pas, j'attends un colis, et d'un seul coup, faut qu'il arrive maintenant, je l'ai déjà commandé, mais je veux maintenant, calme, il va venir en 2 jours, quoi. Donc l'optimal, ça peut être suffisant. Dans beaucoup de cas, je me suis aperçu que, par exemple, quand je fais mes objectifs pour l'année ou avec les entreprises avec lesquelles je fonctionne, souvent, je leur dis, en fait, ça, c'est l'idéal. OK, mais l'optimal, ce serait quoi? Parce que sinon, vous allez mettre je le vois, une pression de malade sur les gens. Ou alors, c'est parce qu'en fait, c'est pas du tout idéal ni optimal. Ça veut dire que vous êtes ni dans l'un ni dans l'autre. Vous êtes juste en train de mettre des chiffres en disant plus 10, plus 3, plus 5, j'en sais rien. Mais ça n'a pas de sens. Parce que c'est pas toujours plus. C'est des fois mieux. D'accord? Je sais pas si je reste dans les entreprises, elles font du chiffre d'affaires, mais des fois, c'est de la marge qui compte. C'est pas du chiffre d'affaires. Pourquoi vous voulez faire plus de chiffre d'affaires? Faites plus de marge. Vous pourrez payer mieux les gens, tout le monde vivra mieux dans la société, ou vous ferez des choses que vous pouvez pas faire aujourd'hui, que vous pourrez faire. Enfin, j'en sais rien. Donc, c'est de se poser les questions sur cette notion d'optimal. Et je trouve que ça aide à baisser la pression qu'on se met quand on vise l'idéal.
Sur une échelle entre 0 à 10, tu dirais que 10, on est à l'idéal et 8, on est à l'optimal? Et ça, souvent, c'est 70-80%. Mais peut-être que des fois, on arrive à 90. Absolument. Même des fois 95. Mais 95, donc tu te dis, c'est quasiment l'idéal. Mais on est encore en train de se dire, mais rien n'est pas arrivé. Tu te dis, mais c'est bon, il y a moins 5%, c'est quoi le problème? Ou moins 2%. Tu vois, ou bien au fur et à mesure que je vois que je m'approche de ma cible, je suis déjà en train de réaugmenter le truc. Oh là là, d'accord. Toujours cette notion que tu vois, moi je me dis souvent comme pour les enfants, ils ont besoin d'avoir des petits succès, pas des énormes succès. Ça viendra après. Mais les petits succès vont amener les grands succès. Mais c'est les petits succès, c'est s'habituer à réussir, s'habituer donc pour gagner de la confiance. Parce que sinon, en tant qu'adulte, on est encore beaucoup d'entre nous pas en confiance, peu assurés. Je parle pas d'un truc que tu connais pas, du genre, je sais pas, j'en sais rien, on part sur une haute montagne et tu dis, bah non, d'ailleurs, j'ai jamais fait. Ok, normal. Mais je parle de choses qu'on fait quasiment au quotidien et on n'est toujours pas assuré. La prise de parole, moi, je fais beaucoup de travail sur la prise de parole. C'est la première peur des Français devant la mort, hein. Et tu te dis, et c'est globalement un manque d'assurance, un manque Bien de, sûr. pourquoi on s'est pas entraîné? Parce qu'en fait, dans beaucoup de cas, on s'est entraîné. Mais là, on s'est pas entraîné. Parce qu'on a peur. Pour moi aussi, c'est une chose, c'est, qu'est-ce qui me rend heureux ou qu'est-ce qui peut nous rendre plus heureux facilement, c'est la simplicité. Oser la simplicité. Et je trouve que souvent, c'est un mot qui est mal utilisé, comme si on parlait toujours de simpliste. Alors qu'en fait, j'ai dit, mais non, mais rendez les choses simples, c'est comment je fais pour le comprendre alors que je comprends pas. Une métaphore, une histoire, un résumé, mais qu'est-ce qui va faire que je peux comprendre? Parce que si on comprend tous les deux, on peut se parler. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on peut partager des choses? Et donc, souvent, en rendant simples les choses. Et puis, si c'est simple de bosser avec toi, si c'est simple de parler avec toi, les gens viennent te voir. Si c'est compliqué de venir avec toi, si c'est, ah non, mais c'est bon, on l'aimerait bien, mais enfin bon, ça va être pénible. Parce qu'en fait, souvent, quand c'est pas simple, ça devient pénible. Un autre point aussi qui m'a paru important, c'est oser. Oser, tu vois, oser parce qu'en fait, moi j'ai un âge, j'ai 57 ans bientôt, là, et je me dis souvent, c'est quoi mes remords ou c'est quoi mes regrets? Et on dit toujours, tu sais, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Et c'est ni agréable ni l'un ni l'autre, mais dans l'absolu, c'est vrai. Il vaut mieux avoir essayé un truc, et tu t'es, comme moi, d'embrasser cette femme, et qui pourrait pu me dire, non. Et puis, mais j'aurais pas eu de regrets, en tout cas. Mais j'aurais eu des remords si je l'ai pas fait. Et donc, oser dire aussi ce qu'on est, oser dire ce qu'on vit, oser dire. Et après, on va trouver la manière. On va trouver, si je dis mal les choses, de bien les dire. Si oser être, si je sais pas bien être, je vais apprendre à être. Mais dès que je sors de cette zone qui est ce mutisme intérieur, hein, donc d'oser dire, d'oser être, d'oser faire. Moi, je dis souvent même, c'est décalé, même si c'est pas aussi bien que j'aurais aimé. Ok, mais ça va, c'est le chemin. Et ça, c'est un chemin de petits pas, d'avancer, d'apprendre à marcher, d'apprendre à jouer. D'accord? D'oser jouer. Comme on a dit, qui c'est, il me manque un là qui veut jouer. Pourquoi je dis pas moi alors que je sais pas. Et je m'aperçois que beaucoup des rencontres exceptionnelles ou des choses exceptionnelles que j'ai vécues, c'est parce que j'ai osé y être, osé dire oui à un truc au fond, je me disais après, oh là là, pourquoi t'as dit ça? Et en fait, ça m'a, même si après, oui, il y a des fois où j'aurais peut-être dû dire oui, mais c'est pas si souvent que ça. Je sais pas, c'est même pas une fois pour 10. J'ai peu de regrets d'avoir dit oui. Par contre, des regrets de pas avoir dit, ou pas avoir osé faire, ou pas osé m'exprimer, ils viennent. Donc, ils viennent appauvrir, je dirais, mon énergie. Après, je dirais que dans les points qui me paraissent essentiels pour être heureux, c'est oser continuer à aimer, oser toujours envisager d'aimer et de dire, de le faire savoir, d'en parler, de partager mon amour, quelles que soient mes passions, mes envies, mes désirs, même si mes désirs sont pas toujours, faut accepter que les désirs sont là pour être exprimés, pas pour être satisfaits, contrairement aux besoins, et que, mais le fait de vous rêver fait partie de mes désirs. Et puis après, peut-être là-dedans, il y en a peut-être 30, et puis il y en a un que je remettrai en œuvre. Et un peu comme, tu vois, comme l'enfant qui a envie de faire des choses. Moi, je trouve qu'il y a dans ce monde trop de sérieux, pas assez de candeur, pas assez d'ingénuité, je crois qu'on dit ingénuité, c'est ça? Ingénu. Toi qui dis une phrase que personne n'ose dire, et c'est la bonne phrase, quoi. C'est la bonne situation. J'adore ça quand on est l'enfant de quelque part, tu vois, tu poses la question qui semble la question idiote, mais c'est la vraie bonne question. Eh bien, il y a quelque chose comme ça d'ingénu, de la candeur, de regarder une fleur. Absolument. On revient avec ce mot de simplicité quelque part. Oui, et puis d'émerveillement, de capacité. L'enfant s'émerveille. Moi,
J'ai redécouvert ce mot quand je me le suis attribué, parce que plusieurs personnes me disaient ça de moi. Et j'ai commencé, et avec la conscience de ça, je l'ai encore plus développé. Donc j'ai gardé beaucoup d'émerveillement sur la vie, sur les gens, sur ce que je vis. Je trouve que c'est assez extraordinaire. Alors après, chacun de nous, on va s'attribuer un mot plutôt qu'un autre, mais et puis je dirais que dans les trucs qui m'aident, moi, alors je sais pas si c'est prendre soin de soi. J'ai pas toujours fait ça parce que moi, en tant qu'ancien sportif, j'étais plutôt, je peux pas dire dur, ou rude, en tout cas exigeant. Et peut-être que des fois, je manquais de bienveillance, de compassion vis-à-vis de moi, toujours pour aller vers un peu plus. Mais en fait, ce un peu plus, des fois, il fatigue. Et j'ai eu la chance de pas m'abîmer en tant que sportif, mais j'ai rudoyé mon corps. J'ai découvert assez tardivement ce que c'était que la douceur. Et c'est extraordinaire. C'est un bonheur, la douceur. Et le dernier point qui me vient là, qui est évident, j'aurais peut-être dû même le citer en premier, c'est être en contact avec la nature, être en contact avec la sagesse de la nature, être en contact avec ce que nous sommes en fait, parce que je pense que c'est déjà un mot qui peut paraître absurde. Hein. Je crois même, j'avais lu ça quelque part, que chez les Indiens, les Amérindiens, il n'y a pas de vocabulaire pour parler de la nature. En fait, parce qu'on n'est pas séparé de la nature. Alors que nous, on a créé un vocabulaire parce on s'en sent séparé. Ou au-dessus. Okay. Et donc, je trouve que c'est intéressant de voir qu'en fait, on est partie prenante de ce qu'est la nature. Mmh. On est dedans. On peut pas se dissocier. Et justement, quand on essaie de se dissocier, c'est en prenant une posture qui n'est pas la nôtre, eh bien, on s'est donné tous les droits de supprimer quelque chose qui est ce qu'on est. Enfin, pour moi, notre plus grande difficulté, c'est d'avoir pas compris qu'en fait, on s'était sevré de la nature, comme un enfant qui serait sevré, qui comprend même pas ce qu'il a fait. Mais en plus, c'est absurde. Ouais, tout à fait. Mais d'ailleurs, quelle est ta nature? C'est des choses qu'on utilise même dans nos vocabulaires qui nous concernent nous. Donc, la nature fait partie de nous-mêmes. On va clore gentiment notre interview. On a une petite habitude à Bulle de Bonheur. On termine ça avec une petite mousse. Alors, on reste dans quelque chose de pétillant. On va pas non plus s'enivrer. Mais à côté de ça, on aime bien terminer avec une citation, et celle que j'ai choisie, et je crois une citation que tu aimes bien, qui nous vient de Gandhi et qui dit: vous devez être le changement que vous souhaitez voir dans le monde. Très juste. Merci Hervé d'être venu nous rejoindre derrière ce micro de Bulle de Bonheur. Ce fut une vraie joie pour nous. Merci, avec grand plaisir. Merci à toi. Hervé. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsé par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.